Communiqué du 21 septembre adressé au peuple togolais. Réseau de la coordination de la diaspora togolaise indépendante, RCTI, est collectif pour la vérité des urnes. Togo, diaspora, Kvu Togo diaspora, contact, info@kvutogodiaspora.org qui transmettra. Il n'est pas possible de comprendre les coups d'État militaires et institutionnels en Afrique sans une analyse approfondie des mécanismes qui permettent d'opérer les usurpations multiformes des richesses africaines par des élites dirigeantes étrangères, et systématiquement effectuées avec le concours d'élites dirigeantes africaines. Les intérêts bien compris des dirigeants africains œuvrant pour la défense des intérêts étrangers, la France en particulier en zone franc, apparaissent de plus en plus comme une insulte au peuple africain, enlisé dans la pauvreté, maintenu dans les inégalités et subissant en permanence les abus de pouvoir et la violation des droits humains et des peuples. Faire croire dans les pays africains dépendants de la France qu'il ne s'agit uniquement que de la défense des intérêts de certaines élites françaises au pouvoir est une grande mystification. D'autres puissances économiques, moins arrogantes, moins condescendantes, moins méprisantes des citoyens et du peuple africain, sont pourtant présentes et ne sont pas moins absentes du processus d'usurpation des richesses. Cette complexité interdit de facto que l'on s'autorise à verser dans la simplicité, le populisme et la facilité de langage, encore moins dans l'erreur de conception des solutions de sortie d'une crise multidimensionnelle dont les élites africaines ésotériques sont les premières responsables. Alors, attention aux militaires qui ont choisi de continuer à servir un système politique aux ordres et tout entier dévoué à la préservation des intérêts étrangers. Surtout lorsque l'usage à satiété des mots souveraineté et indépendance totale se dilue finalement, à cause de transitions longues et des incertitudes qui découlent quant à un retour vers un jeu politique sain et transparent débouchant sur la vérité des urnes. 1. Comment mettre fin à l'usurpation du pouvoir en zone franc? Pour beaucoup de citoyennes et de citoyens partageant en commun la zone franc, divisée en 3 zones, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et Comores, le coup d'État fait partie de la panoplie d'instruments radicaux qui hantent l'imaginaire collectif des tenants de la démocratie. Sauf qu'une fois ce coup d'État effectué, souvent sans préparation politique et économique, tout reste à faire. Les problèmes multiples qui restent à régler ou en suspens sont utilisés comme des justificatifs pour une période de transition plus ou moins longue. En effet, la responsabilité de chacun devant l'histoire de la réunification des Africains et le concept vulgarisé du panafricanisme est un long processus. Que chacun puisse ne jamais oublier que les soubresauts politiques de la marche vers la vérité des urnes et des comptes publics, bien que essentiels, ne peuvent pas occulter la nécessité de la marche irrévocable des Africains conscients vers leur destin commun, celui de vivre dans la vérité, la justice et la solidarité. Bref, le vivre ensemble pour la création d'un vivre ensemble dynamique adossé à la valorisation du bien commun pour un bien-être généralisé. Or, c'est justement ce processus d'évolution des sociétés humaines qui est entravé et empêché depuis l'arrivée des tenants de la colonisation et de l'esclavage qui n'ont été déclinés que sous des formes subtiles et moins visibles pour les populations africaines. Pourtant, il suffit de remplacer le concept de coup d'État par celui d'usurpation du pouvoir par d'autres moyens, sous couvert d'une fausse légalité et d'une démocratie frelatée, pour mieux comprendre pourquoi des groupes d'individus, pro ou contre la politique des dirigeants occidentaux en Afrique, osent contester la légitimité de dirigeants autocrates africains régnant pour le compte d'un prétendant étranger moins visible dans la structure politique, mais présent militairement dans le pays et le maintenant sous contrôle. Le coup d'État décrit la réalité de la contestation de la légitimité d'un autocrate africain travaillant pour des intérêts étrangers. Mais, lorsque l'autocrate africain est remplacé, le militaire ou le civil qui le remplace au cours d'une période de transition ou pas, peut soit opter pour continuer à travailler avec l'ancien système remanié mais toujours au service d'intérêts étrangers, soit opter pour une rupture avec l'ancien système pour se consacrer à servir les intérêts du peuple africain, soit opter de faire semblant d'afficher une rupture afin de mieux contrôler le pays avec l'appui d'intérêts étrangers, et ensuite, perpétuer un système neutralisant la vérité des urnes et bloquant la vérité des comptes publics. Mettre fin à l'usurpation des richesses africaines par la colonisation qui n'a été réalisée que par des crimes et des génocides cachés, passe d'abord par la préparation minutieuse d'une alternative sociétale, militaire, économique, monétaire, bancaire, culturelle et environnementale au système existant qui continue de fonctionner sous des formes subtiles et modernes d'asservissement volontaire des Africains.
Ne faut-il rappeler ce qu'affirmait Georges Clemenceau déjà en 1885, combien de crimes atroces, effroyables ont été commis au nom de la justice et de la civilisation. Je ne dis rien des vices que l'Européen apporte avec lui, de l'alcool, de l'opium qu'il répand, qu'il impose s'il lui plaît. Et c'est pareil système que vous essayez de justifier en France, dans la patrie des droits de l'homme. 1. Il tenait à démontrer qu'il n'y a pas de race inférieure, argument de Jules Ferry qui justifiait l'idée de la colonisation comme un devoir des races supérieures envers les races inférieures. Les dégâts idéaux de ce concept de race inférieure sont toujours prégnants dans l'imaginaire collectif contemporain. On les retrouve ainsi dans le comportement de certaines élites dirigeantes françaises sous forme de mépris, de condescendance et de non-respect des dirigeants comme des citoyens africains, sauf s'ils acceptent de se soumettre aux diktats du premier de cordée. Aussi, certains coups d'État en Afrique ont pour objet de mettre fin à cet état de fait, d'autres au contraire, apparaissent de plus en plus comme une refondation et une perpétuation du système ancien avec le concours actif des hommes et femmes de l'ombre. 2. Pour retrouver l'émancipation et la souveraineté du peuple togolais, sacrifier le système Gnassingbé. L'absence de préparation d'une vision sociétale n'a pas empêché des coups d'État, une sorte réaction spontanée pour une restauration de la dignité des Africains. Il s'avère quasiment impossible de passer cette étape sans une rupture, au moins temporaire avec la ou les puissances tutélaires. Le cas du Togo est exemplaire. C'est au Togo que le premier coup d'État militaire a eu lieu en 1963 contre le premier président élu démocratiquement, Sylvanus Olympio. Ce dernier a été assassiné pour avoir décidé d'affirmer la souveraineté du peuple togolais en commençant par la souveraineté monétaire en décidant de se soustraire aux francs des colonies France-Afrique sous contrôle de la France. Peut-être que s'il avait décidé comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger de commencer par la souveraineté militaire et territoriale, l'histoire du Togo libre aurait évolué autrement. Mais il n'est jamais trop tard. Est-ce que le Togo de Faure Gnassingbé peut oser signer la charte du Liptako Gourma instituant l'alliance des États du Sahel, et, entre le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger? La réponse est non. La raison est que le Togo est un allié inconditionnel, imposé ou volontaire, de la France, du G7, 2, et de l'OTAN, 3. C'est ce même Togo qui a voté pour une guerre contre le Niger au sein de la CEDEAO, des sanctions contre le Mali et le Burkina Faso, puis se présente comme le pompier pyromane pour tenter d'œuvrer pour la paix, alors qu'actuellement ce même Togo reçoit un appui militaire de l'Union européenne pour préparer la guerre contre le Niger, à moins qu'il ne s'agisse que de la protection rapprochée du sommet de l'État. Comment Faure Gnassingbé, venu au pouvoir grâce à un coup d'État militaire entaché du sang de plusieurs centaines de victimes civiles décédées, 4, entre 400 et 500 selon l'ONU, et près de 2000 selon l'opposition, peut-il oser tenter de faire la paix à l'extérieur du Togo alors qu'à l'intérieur du Togo, il est incapable de vivre en symbiose avec son propre peuple, jusqu'à atteindre le point de non-retour dans la mesure où la confiance envers les uns et les autres a totalement disparu au point qu'il devient dangereux pour chacune des parties de continuer officiellement à traiter avec Faure Gnassingbé. Mais, l'inconvénient de ce système est qu'il n'est plus sûr du tout, tant pour les Togolais à titre interne, que pour l'allié et principal soutien de l'autocrate Faure Gnassingbé, en l'occurrence la France, qui a lâché tous les présidents qui l'ont servi en Afrique, et qui pourrait éventuellement continuer sur cette trajectoire avec le Togo. Tout est une question de temps. Faure Gnassingbé le sait et commence à diversifier ses appuis. Sauf que la diversification des protecteurs n'est pas possible avec les dirigeants des BRIC plus. 5. Encore moins avec les pays en froid avec la France. Alors avec qui? Dieu, diront certains citoyens togolais adeptes de son parti UNIR. Union pour la République, vestige et avatar du parti unique RPT. Or, le paradoxe est qu'avec la gouvernance du système Gnassingbé depuis 1967, sous la haute main du Rassemblement du peuple togolais devenu UNIR, il est avéré que RPT/UNIR et Unité du peuple togolais sont des éléments antinomiques et irréconciliables. Paradoxalement, l'unité du peuple togolais s'avère impossible avec le RPT/UNIR, au contraire, c'est la destruction de la confiance mutuelle que ce parti a générée entre les citoyens togolais y compris dans la diaspora. En conséquence, si les portes du paradis de Dieu ne peuvent accepter comme droit de péage les morts, blessés, torturés, emprisonnés et humiliés du système Gnassingbé, le principe général de la résolution d'un problème devenu insoluble risque de passer par le sacrifice de Faure Gnassingbé lui-même. Le cas échéant,
Que cela se fasse volontairement ou involontairement avec la France ou sans la France, la CEDEAO et l'Union africaine, UA, pourront toujours, en temps opportun, proposer de faire une guerre contre le Togo. Aussi, pour enrayer la spirale mortifère de l'empêchement ou du ralentissement de l'émancipation et de la souveraineté du peuple togolais, il n'y a pas d'autre choix que de construire une alternative crédible, susceptible de convaincre et de mettre en mouvement les plus larges couches de la population, et qui mettra fin au système Gnassingbé. Ce système, expert dans l'utilisation du clientélisme, a conduit de nombreux opposants politiques ayant des liens tutélaires ou ayant profité des bienfaits du système, à se trouver de facto en position d'incapacité de répondre à la volonté de la grande majorité du peuple togolais. Le sacrifice de la tête de l'iceberg ne suffira pas. Bien au-delà des limites du système clanique des Gnassingbé, il y a lieu également de questionner, au sein même du peuple togolais y compris dans sa diaspora, tous les comportements légitimant la facilité, l'injustice, le manque de transparence et le refus de sanctionner l'impunité. Alors, le Togo, un pays où il n'y a pas de femmes et d'hommes intègres à l'instar de certains pays enclavés du Sahel? Bien sûr que non. 3. Le Togo incapable de signer la charte du Liptako-Gourma. Comment ce chef d'État illégal et anticonstitutionnel du Togo que la Cour de justice de la CEDEAO tarde à condamner, du fait de pressions diverses, peut-il rejoindre l'Alliance des États du Sahel, alors qu'il est le premier à défendre avec zèle les intérêts de la France, du G7 et de l'OTAN dans la zone E? Quel fut le rôle ambigu des soldats togolais au Mali, notamment en relation avec les différents groupes terroristes qui, de dissidence en dissidence, finissent pour certains de ne s'intéresser qu'à l'argent et ne se comporter que comme de véritables mercenaires? Le rapport de force, instauré par les pays signataires de la charte du Liptako-Gourma avec l'appui des partenaires étrangers en concurrence avec la France, pourrait changer la donne dans les mois à venir. Or, dans son article 6, cette charte ne fait que rejeter le ralentissement de leur souveraineté individuelle et commune par la France et les puissances alliées. Rappelons que l'article 6 stipule que toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité du territoire d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les parties, de manière individuelle ou collective, y compris l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité au sein de l'espace couvert par l'Alliance. 6. Cette charte est une première étape dans l'instauration d'une défense continentale. Elle ne pourra pas concerner que le Sahel dès lors les autres parties du continent comprendront les enjeux de souveraineté liés aux jeux troubles du G7 et de l'OTAN en Afrique. Les alliances passagères par la diversification des partenaires identifiés au sein des BRICS plus ou en dehors, ne doit pas faire oublier l'objectif ultime de la souveraineté et de l'indépendance d'un continent violé par des forces extérieures et miné par des forces intérieures, adeptes de la délation et de la trahison des peuples africains. 4. Pérenniser le système France-africain par des coups d'État dans la zone franc. Les coups d'État institutionnels et militaires se succèdent en Afrique, principalement dans la zone franc, sous contrôle de certaines élites françaises refusant la souveraineté des États africains. Nonobstant la pensée unique instillée par les médias mainstream, le peuple français de son côté se questionne aussi et cherche à comprendre pourquoi sous la présidence d'Emmanuel Macron, la fameuse stabilité des États autocratiques africains ne fonctionne plus. Même des sénateurs français ont choisi la formule de la lettre ouverte pour se démarquer des décisions d'Emmanuel Macron sous la forme d'une incompréhension de l'évolution de la politique française en Afrique, notamment sur les plans militaires, de co-développement, de coopération culturelle et linguistique. 7. De fait, le doute des sénateurs se diffuse au point de générer une contagion en dehors des frontières françaises. Au-delà du doute qui est un euphémisme pour cacher l'échec de la France en Afrique, tous s'accordent pour s'interroger sur l'efficacité des décisions et opérations françaises en Afrique et surtout sur l'effectivité d'un effacement inexorable de la France en Afrique. 8. La réalité est que la fameuse démocratie que proposent les cercles dirigeants français au pouvoir est une démocratie qui fait feu de tout bois en s'accommodant des pires turpitudes dès lors qu'il s'agit de maintenir les intérêts privés français dans les pays africains de la zone franc. Pourtant, en comparaison, lorsque les dirigeants de la Grande-Bretagne, l'un des plus grands pays colonisateurs dans le monde, ont décidé ou ont été forcés de quitter l'Afrique, l'un des gentlemen agréments était qu'il fallait laisser les Africains s'organiser selon leurs règles et cultures. Pour cela, l'ingérence, la condescendance,
la gestion par procuration et surtout la perpétuation des privilèges coloniaux par l'intermédiaire de militaires et de dirigeants africains acceptant l'assujettissement et la dépendance vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale, ont été abolis. Cela n'a pas empêché les pays africains de continuer à avoir des relations d'échange d'État à État avec les dirigeants britanniques. Sortir de cet imbroglio France-africain, 9. N'est pas chose facile compte tenu de la mise en place d'un système ésotérique de réseautage, de sanctions, d'exclusion, d'expulsion du territoire africain, voire d'assassinat de personnalités africaines ou françaises qui n'ont pas pris la précaution d'analyser les formes évolutives de ce rapport de force asymétrique aux intérêts bien compris et souvent mal partagés. Sans une organisation structurée pour une alternative sociétale fondée sur le droit à la souveraineté, il est difficile d'y associer une large partie de la population, préoccupée par le combat quotidien pour sa subsistance et les esquives aux politiques du clientélisme, de la terreur et barre oblique ou de l'impunité qui muselle les initiatives, que ce soit dans le pays même comme dans la diaspora. Face à la logique des politiques tramées dans l'ombre sous le sceau de l'opacité absolue, officieuse, mafieuse et criminelle, le lien entre la France des dirigeants et l'Afrique des élites corvéables à merci est un système qui s'oppose aux intérêts des peuples africains, autant qu'à celui du peuple français qui en paye aujourd'hui le prix de l'opprobre alors qu'il est étranger à ses manigances et n'en tire aucun ou si peu de bénéfices. Ce que de nombreux Africains n'arrivent pas encore à intégrer dans leur logique de rupture et qu'une partie des élites africaines, militaires y compris, sont les courroies de transmission du système sur le continent. Avec le clientélisme et l'achat des consciences, le système des autocrates africains amis de la France et moins des Français, continue à prospérer au point que le système France-africain, comme au demeurant celui du franc CFA, la monnaie de la France limitée aux 15 pays africains qui ne peuvent échanger entre eux, ni avec le monde extérieur sans l'aval de la France, loin de disparaître, ne cesse de s'adapter, de se renforcer et de se pérenniser sous d'autres formes. Il faut parfois que des coups d'État viennent l'y aider. Les tenants des coups d'État au Tchad, en Guinée et au Gabon devront prouver à leurs populations respectives qu'ils œuvrent pour la souveraineté des peuples. 5. La métamorphose de la France-Afrique avec l'argent du contribuable européen, les coups d'État préventifs pour sauver les meubles, face à l'impossible expression de la vérité des urnes et son respect dans un cadre démocratique dans la plupart des pays francophones de la zone franc, face à l'élimination politique, sociale, économique ou physique des vraies oppositions et de la société civile critique et face à un système de légitimation des autocraties par les pouvoirs politiques occidentaux relayés par leurs médias. Il faut bien reconnaître qu'il ne reste plus beaucoup d'options pour qu'un changement puisse intervenir. Le ou les coups d'État militaires doublés ou pas d'un coup d'État institutionnel deviennent ainsi progressivement la règle. Mais les élites dirigeantes actuelles de la France tentent de s'adapter car elles ne souhaitent plus être surprises. Alors, des coups d'État au service du peuple ont émergé mais ont vite été suivis par des coups d'État au service des intérêts de ceux qui ont en commun des intérêts liés hérités de la France-Afrique. Aussi, pour éviter de se faire doubler, les dirigeants français comme au demeurant des dirigeants africains, adeptes en priorité de l'alignement de l'État africain sur la protection des intérêts de la France aux dépens des intérêts des peuples africains, ont compris qu'il fallait anticiper, au risque de tout perdre. Pour faire simple, les coups d'État militaires qui ont eu lieu au Mali, au Burkina Faso et au Niger n'ont rien en commun avec les coups d'État militaires du Tchad et du Gabon. Dans le premier cas, la défense des intérêts du peuple passe avant celle des intérêts de la France. Dans le second cas, ce sont les intérêts de la France qui passent avant ceux des peuples africains. Dans les cas de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Sénégal et du Bénin, et paradoxalement du Ghana aussi, un jeu subtil de préservation des intérêts étrangers des pays du G7, qui passe avant ceux des peuples africains, a pris forme et s'est décliné sous des formes qui pénalisent le peuple, sans que ce dernier ne puisse véritablement prendre conscience qu'il en est la première victime. Aussi, l'approbation unilatérale prévue en octobre 2023 du financement par l'Union européenne d'une nouvelle mission militaire dans 4 pays d'Afrique de l'Ouest à savoir le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo a pour objet de tenter de stopper l'extension des activités des groupes terroristes de la zone du Sahel, affiliés ou pas à l'État islamique et à Al-Qaïda, vers les pays côtiers du sud du golfe de Guinée et contrer l'influence russe dans la région.
10. Le mode opératoire consiste à envoyer sur place une mission composée de soldats et des policiers qui seront déployés dans ces 4 pays pour renforcer les forces de sécurité notamment dans la région nord de chacun de ces pays. Officiellement, il s'agit de prodiguer des conseils, des formations et des soutiens techniques spécialisés dans des opérations antiterroristes. Il n'a pas été indiqué si chacun de ces 4 pays sont demandeurs et ont fait parvenir une requête officielle pour cette mission. Mais il a été précisé par le journal Veltam Soantag, 11, que les gouvernements du Bénin et du Ghana n'ont pas objecté et ont déjà envoyé les lettres d'invitation nécessaires pour permettre aux participants de la mission européenne de séjourner dans leur pays. Pour la Côte d'Ivoire et le Togo, aucune confirmation publique n'a été constatée par les médias.